Salut, bienvenue à la 16e partie. Avant d'enchaîner avec l'âge de pierre, donc la préhistoire, faisons une courte pause pour remettre les choses en perspective. Alors, en passant de matière inerte à la vie, les premiers codes génétiques ont enclenché un processus qui dure depuis près de 4 milliards d'années. Puis, grâce à la reproduction sexuée, la diversité des cellules explose et engendre la multitude d'êtres multicellulaires de notre évolution. Les formes de vie sont-elles façonnées par l'environnement? Certainement. Quelle part doit-on attribuer à la chance? Bonne question. Nos grands singes actuels, comme tous les êtres vivants aujourd'hui, ont survécu à toutes les catastrophes depuis les temps anciens des stromatolites. Les chimpanzés partagent environ 95% de leur code génétique avec l'être humain. Pourtant, nos deux espèces sont visiblement très différentes. Nous pourrions même comparer deux êtres humains dont les codes génétiques sont similaires à près de 100% et trouver de nombreuses différences physiques. Que dire alors de nos ancêtres de l'âge de pierre, situés quelque part entre les deux? Mais restons prudents. À partir de l'âge de pierre, nos ancêtres commencent à nous ressembler beaucoup, et la tentation de vouloir leur appliquer notre pensée moderne devient alors de plus en plus forte. Ce ne sont plus des singes, mais ce ne sont pas encore des êtres humains comme nous, et plus rien ne leur ressemble aujourd'hui pour nous aider à les imaginer. Leurs connaissances et leur quotidien étaient complètement différents des nôtres. Par contre, si l'on s'en remet uniquement aux certitudes, nous sommes placés devant des êtres silencieux et sans morale. Les singes et les humains forment des sociétés complexes, et même si nous n'avons pas de preuves, il nous faut appliquer un modèle hypothétique, quelque part entre le singe et l'humain, et les imaginer continuellement en train d'entretenir des relations avec les autres, sans quoi l'âge de pierre, qui n'est qu'une histoire de roche, n'est pas très intéressant. Leurs origines de mammifères insectivores et leur longue évolution dans un environnement de plus en plus aride en ont fait des créatures versatiles pour se nourrir. Il y a certainement une part de chance d'avoir appris à déterrer les racines à l'aide d'un bâton ou de casser des noix à l'aide d'une roche. Jusque-là, le corps de nos ancêtres se modifiait en fonction de leurs nouvelles alimentations. Mais en multipliant les outils, les premiers hommes s'adaptent progressivement à l'usage de leurs propres outils. Pour obtenir leur énergie, ils dépensent de l'énergie à travailler des matériaux abondants, comme les roches et le bois, qu'ils adaptent ensuite en fonction de la source de nourriture. Malgré nos connaissances avancées d'hommes modernes, le génie de nos ancêtres pour reconnaître des plantes, fabriquer des outils tranchants avec des roches et dépecer une grosse carcasse dépasse largement les compétences de la plupart d'entre nous. En tout cas, elles dépassent largement les miennes. Ce que nous pourrions considérer comme des gestes futiles, jour après jour, génération après génération, même s'ils sont tombés dans l'oubli depuis très longtemps, sont autant de gestes d'entraide et de coopération qui se sont multipliés au fil du temps pour nous permettre d'être là aujourd'hui. Au tout début de l'âge de pierre, vers 3 millions d'années, nos ancêtres vivent encore très proches des arbres, et ce ne sera que vers 2 millions d'années qu'une espèce se démarque vraiment du lot. Tout le long de l'âge de pierre, donc jusqu'à l'homme moderne vers 120 000 ans, leur mode de vie évoluera extrêmement lentement. Comparé aux dizaines de millions d'années où nos ancêtres vivaient dans les arbres, l'homme moderne passe de l'âge de pierre à l'ère spatiale avec une vitesse fulgurante. Pourtant, entre les deux se passent de nombreux millénaires, donc plusieurs milliers de générations. Et même si les changements sont lents, il faut se rappeler que ceux qui vivaient il y a 2 millions d'années ne vivaient pas comme ceux d'il y a 1 million d'années. L'environnement joue un rôle important, comme toujours. Il fait prendre de l'importance à certains gènes, comme par exemple en poussant les australopithèques vers la bipédie. À ce niveau, la scène de l'Afrique de l'Est fournit tous les ingrédients nécessaires. Des sédiments, des minéraux, des volcans, des roches, des ruisseaux, des boisés, de vastes savanes, des plantes nourrissantes et bien sûr un climat sec. Et comme pour les changements anatomiques, l'environnement joue un rôle important dans la conception des outils. L'utilisation d'outils de pierre taillés nécessite l'accès aux bonnes pierres. Et bien sûr, il faut du temps pour créer des routines. Il faut donc être à proximité des bonnes pierres pendant de nombreuses générations. Par la suite, les techniques ne sont ni inventées ni développées avec un sentiment de faire évoluer les choses. De nombreuses découvertes ont dû se produire sans qu'elles soient transmises et sont tombées dans l'oubli.
L'évolution anatomique des êtres vivants requiert de nombreuses générations, et le corps humain n'est pas une exception. Il change très lentement. Or, les outils ont l'avantage de pouvoir évoluer beaucoup plus vite, et les incroyables progrès technologiques des derniers millénaires le prouvent. En réussissant à transmettre des connaissances de plus en plus complexes, les générations du passé ont pu donner un avantage grandissant à leurs descendants. Contrairement aux divisions géologiques, où l'on peut parler d'un avant et d'un après, les cultures sont plus difficiles à contenir dans le temps et géographiquement. C'est-à-dire que des outils de pierre semblables aux premiers outils de l'âge de pierre sont fabriqués sur la Terre encore aujourd'hui. En conséquence, les divisions culturelles parlent plutôt de nouvelles variations qui apparaissent et non de techniques ou de pratiques qui disparaissent. La géographie pose aussi un problème, parce qu'avec le temps, certaines cultures ne s'épanouiront qu'à certains endroits et inspireront parfois des populations voisines à faire des choses différemment. Où tracer les lignes de démarcation? Les choix sont nécessairement arbitraires. Encore une fois, il est utile de se familiariser avec le vocabulaire spécialisé de cette époque. Puisque les vestiges anciens se trouvent plus loin de la surface que les vestiges récents, la coutume veut que l'on qualifie les cultures anciennes d'inférieures, alors que les cultures plus récentes sont dites supérieures. Donc inférieures parce qu'elles sont enfouies profondément et supérieures parce qu'elles sont plus près de la surface. Ces termes ne visent aucunement à juger les cultures en impliquant que l'une d'elles est meilleure, donc supérieure, à une autre qui serait inférieure. Le paléolithique dit inférieur sert simplement à décrire la période qui s'étend entre 2,7 millions d'années et 300 000 ans avant notre ère. C'est dire combien les changements sont encore excessivement lents, car cette première distinction englobe la quasi-totalité de l'âge de pierre. Pourtant, en comparaison à tout ce qui a existé sur la Terre jusqu'ici, le succès des premiers hommes est mirobolant. Alors, qu'en est-il de leur capacité de parler? Nous n'en avons franchement aucune idée. Notre meilleur scénario est qu'ils ressemblent encore beaucoup aux grands singes, avec un mode de communication holistique. De ce qui peut différencier l'homme des autres animaux, l'art, la spiritualité et la philosophie semblent être les seuls propres de l'homme. Mais les traces de telles pensées n'arrivent qu'avec l'homme moderne. Alors, pourrons-nous imaginer les premiers hommes comme nous? Bien sûr, les différences s'estompent à mesure que nous approchons de notre époque, mais il faut rester prudent. Donc, même avec les hommes modernes de l'âge de pierre, parce qu'ils sont encore très proches du mode de vie hérité des australopithèques et des premiers hommes. Leurs croyances et superstitions nous sont inconnues et leurs motivations profondes nous échappent totalement. Si la tendance depuis l'époque des dinosaures est au refroidissement, c'est au Miocène surtout que les températures se mettent visiblement à baisser. Après le déclin des hominoïdes, la longue évolution des australopithèques parcourant les savanes à la recherche d'aliments coriaces les a exposés à de nouvelles opportunités. La viande. À quantité égale, la viande procure énormément plus d'énergie que les végétaux. Et quelques populations d'australopithèques sont sur le point d'assurer leur descendance. Passons maintenant à l'Oldowayen ancien, qui dure de 2,7 millions d'années à 1,8 million d'années. En passant, le terme Oldowayen tient son nom de la région d'Olduvai, qui semble être au cœur de l'âge de pierre. L'âge de pierre commence par le paléolithique. Alors, le mot paléolithique est composé du mot paléo, qui veut dire ancien, comme paléocène ou paléontologue, et le mot lithique, qui veut dire roche. Donc, le mot paléolithique se traduit littéralement par ancienne roche. Alors, le paléolithique couvre près de 99% de la durée totale de l'âge de pierre. Mais puisque les premiers hommes, descendants des australopithèques, sont très différents des hommes modernes que l'on retrouve à la fin, il devient pratique de diviser à nouveau cette période en sous-périodes. La culture de l'Oldowayen ancien, aussi appelé pré-Oldowayen, représente le premier million d'années au tout début de l'âge de pierre ancien. Alors, la plus ancienne pierre taillée connue, datant d'environ 2,7 millions d'années, fut trouvée près d'une carcasse dont les os avaient été grattés par un australopithèque. Alors, rappelez-vous, il s'agissait d'Australopithecus garhi. Le mieux que l'on puisse dire est que le choix de cette date comme début de l'âge de pierre est totalement arbitraire, car il serait étonnant d'être tombé sur le site ultime du premier outil taillé. Nous pourrions tout aussi bien choisir un chiffre rond, comme 3 millions d'années, en accordant ainsi un peu de temps pour que l'idée de départ puisse passer à la pratique.
En réalité, même si nous attribuons ces outils à l'ensemble des premiers hommes vivant à cette époque, donc les Homo habilis, les Homo rudolfensis et les paranthropes, les outils de pierre taillée sont encore rares et restent des expériences isolées. Ce n'est qu'autour de 2,3 millions d'années, après la disparition de tous les australopithèques anciens, qu'ils deviennent un peu plus fréquents. Grâce à une plus grande utilisation d'outils, comme une roche pour casser une noix, un bâton pour déterrer une racine ou des sortes de sandales végétales pour grimper aux arbres épineux, comme le font d'ailleurs certains chimpanzés, les australopithèques ont adopté des stratégies de survie leur permettant d'élargir leur menu. Les chimpanzés démontrent relativement les mêmes habiletés et sont aussi dotés d'une certaine intelligence, mais là où les australopithèques se distinguent est dans l'utilisation consciente et répétée d'outils pour mieux exploiter leur environnement. Au fil du temps, les australopithèques anciens ont manifesté un intérêt croissant pour les morceaux tranchants de roches cassées, pouvant s'en servir pour gratter les racines et les tubercules des plantes, alors que les chimpanzés, qui utilisent pourtant des cailloux pour casser des noix, n'accordent aucune importance particulière aux éclats tranchants. L'âge de pierre ancien débute lorsque les australopithèques récents, les premiers hommes et les paranthropes produisent volontairement un côté coupant en cassant des galets par plusieurs coups violents ou en lançant des grosses pierres sur un bloc. L'intention est là, et les toutes premières techniques n'ont pas besoin d'être plus sophistiquées que de lancer des gros cailloux à bout de bras pour faire éclater des morceaux tranchants. Les morceaux prisés sont ceux avec un côté tranchant, mais aussi avec un côté non tranchant pour pouvoir être manipulés sans se blesser. N'oublions pas que ces outils n'étaient ni les premiers, ni nécessairement les meilleurs de leur époque. La grande différence avec les périodes précédentes est que, contrairement aux fossiles, aux outils en matière périssable ou aux roches aux formes naturelles, les roches travaillées laissent des traces durables faciles à identifier. Comme elles ne sont pas cassées par hasard dans la nature, elles sont des preuves indéniables du passage de l'homme, même aux endroits où il n'y a pas de fossiles. Nous avons enfin un aperçu d'une dimension culturelle exclusive aux premiers hommes, et déjà quelques auteurs vont jusqu'à parler de civilisation préhistorique. C'est peut-être un peu prématuré, car le seul aspect de leur culture que nous connaissons vraiment est leur industrie de cailloux taillés. En passant, une industrie, c'est le produit obtenu par l'action de l'homme sur la matière. Chez les chimpanzés, ce sont surtout les femelles qui utilisent des outils. Or, les australopithèques ne sont plus des singes vivant oisivement dans les arbres. Il est possible que les femelles aient effectivement été les premières à manifester un intérêt pour les éclats tranchants. Comme le ratio des tailles entre les mâles et les femelles est encore élevé, les premiers hommes vivaient encore probablement dans des sociétés de type harem, c'est-à-dire là où les femelles changent de groupe à l'âge adulte pour se reproduire. Les femelles auraient-elles propagé l'usage d'outils de pierre? Avant de sauter aux conclusions, n'oublions pas que les singes sont tous d'excellents imitateurs, les mâles autant que les femelles, et que cette capacité d'imitation explique mieux pourquoi toutes les espèces de l'époque fabriquent les mêmes outils. Cela dit, l'apprentissage des premières techniques de taille dure près d'1 million d'années, soit près du tiers du Paléolithique, et ce sont les stratégies de survie du groupe tout entier qui se basent peu à peu sur les outils de pierre. À la fin de l'Olduvai ancien, vers 2 millions d'années, il n'y a déjà plus aucun hasard et l'usage se généralise. Les hommes savent alors où trouver les bonnes roches, comme le silex, le quartz et le basalte. Ils les transportent ensuite là où il n'y en avait pas, donc dans des sortes de cachettes, et démontrent une capacité cognitive à pouvoir reproduire plusieurs fois les mêmes outils. Il fallut probablement un bon million d'années d'intérêt naissant pour les éclats et un autre million d'années pour intégrer ces activités liées à la fabrication dans leur mode de vie avant d'arriver au cœur de l'Olduvai. Alors parlons un peu de la viande et des besoins énergétiques du cerveau. Dans l'ensemble, les mammifères ont les plus gros cerveaux de tous les animaux. Les primates ont les plus gros cerveaux des mammifères. Et en première position, nous avons l'homme qui possède le plus gros cerveau de tous. La seule véritable exception à la règle est le dauphin, qui est un mammifère marin que certains vont jusqu'à qualifier d'aussi intelligent que l'homme. Nous aimerions bien conclure que la taille du cerveau est directement liée à l'intelligence, mais qu'en est-il vraiment? Les variations de la taille du cerveau au sein même de notre espèce actuelle semblent indiquer que le lien n'est pas si direct. La structure du cerveau joue un rôle tout aussi important,
sinon plus. Grossir du cerveau n'a rien à voir avec développer de gros muscles. C'est tout le corps qui doit évoluer en même temps, puisque notre cerveau a besoin d'une température stable. Un changement de quelques degrés seulement suffise à dérégler son fonctionnement. Le cerveau consomme aussi beaucoup d'énergie, et comme le nombre de neurones est déterminé dans l'embryon avant la naissance, donc même si nous savons que certaines cellules se font régénérer après la naissance, le nombre de neurones ne fait que diminuer. Donc le cerveau coûte très cher en énergie tout au long de notre vie. Les australopithèques anciens passaient déjà beaucoup de temps au sol, profitant des opportunités sur de moyennes distances pour atteindre un nid de termites ou pour se rendre à l'arbre suivant. Grâce à leur position debout, les australopithèques dépensent moins d'énergie en marchant. Et grâce à leurs outils, ils profitent d'une alimentation mixte relativement riche en énergie, comblant ainsi tous leurs besoins en hydrates de carbone. Mais leur plus gros cerveau requiert aussi plus de phosphate. En passant, on retrouve le phosphore dans l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, qui sert à transformer l'énergie à l'intérieur des cellules. Alors, où obtenaient-ils ce supplément de phosphore nécessaire au bon fonctionnement du cerveau? Cet élément est relativement rare dans la nature. Les grands singes qui ressentent une carence, n'oublions pas que leur cerveau est plus gros que celui des autres mammifères, donc les grands singes s'en prennent à des petits animaux allant jusqu'à manger la moelle des os et fracasser le crâne pour en manger le cerveau, qui en passant est très riche en phosphate. Cette rage ressemble plus à une rage de sucre qu'à une violence gratuite. Pourtant, des primates jusqu'à l'homme, aucun de nos ancêtres n'évolue vers des dents pointues ni vers un comportement de prédateur. Si l'homme n'est pas un prédateur et qu'il fallait nécessairement trouver un supplément de phosphore dans la savane, comment faisait-il pour l'obtenir? Les prédateurs sont principalement adaptés à immobiliser leur proie, soit par la rapidité, soit par la force. Une fois attrapés, ils doivent ensuite travailler très fort, avec l'aide de leurs dents et de leurs pattes, pour arriver à la consommer, en progressant laborieusement à partir du ventre. Dans le cas des félins, par exemple, qui ont développé des muscles compacts loin des parties vitales, donc pour ne pas les surchauffer, ils se sont merveilleusement adaptés à la course et à la maîtrise rapide de leur proie. Sauf qu'après une course intense, ils ne peuvent pas manger tout de suite et ils doivent se reposer un peu et se refroidir. Notons que même en reprenant son souffle, un lion reste un prédateur redoutable et une bande d'australopithèques n'aurait aucun intérêt à disputer son repas au roi de la jungle. Les premiers hommes n'étaient pas des chasseurs, et leurs outils de pierre ne servaient pas à la chasse. Imaginons un instant un australopithèque à peine plus gros qu'un singe, vers 3 millions d'années, essayant de maîtriser un animal de taille modeste à l'aide d'un caillou coupant, d'un bâton pointu ou en lançant des roches. Il aurait peu de chances de réussir. Même les petits herbivores deviennent très féroces lorsqu'ils sont menacés. Alors, nos ancêtres auraient-ils pu s'y prendre collectivement? Pour prendre une carcasse à une horde typique de 8 lions, donc 6 femelles et 2 mâles, il faudrait, disons, un minimum de 3 mâles australopithèques par lion. Même là, le risque est énorme. Et encore, il faut pouvoir défendre son butin contre les hyènes, les vautours et tous les autres opportunistes. Dans le meilleur des cas, il leur faudra ensuite nourrir le reste du groupe, soit au moins un nombre équivalent de femelles et, potentiellement, autant d'enfants que d'adultes, pour un grand total qui dépasse plus de 50 individus. La portion de chacun serait minuscule. Et tant qu'ils n'auront pas un meilleur avantage, cette tactique extrêmement dangereuse de voler de la viande aux grands prédateurs n'est absolument pas envisageable. Donc après les bâtons à fouir et les casse-noisettes, les premiers hommes se sont taillés une place parmi les niches carnivores sans avoir à développer leur anatomie et sans devenir prédateurs, donc simplement en inventant les premiers couteaux. N'oublions pas que les outils de pierre sont aussi coupants que des lames de rasoir, et qu'à cette époque, ils sont souvent fabriqués près des carcasses des gros herbivores qui seraient trop gros pour être chassés. L'explication la plus plausible est que les hommes étaient des charognards occasionnels. Donc les outils auraient servi à découper la carcasse en morceaux pour pouvoir aller la manger dans les arbres, c'est-à-dire à l'abri des prédateurs. Même s'ils mangent des gros animaux, l'image des premiers hommes de l'âge de pierre qui chassent du gros gibier est révolue, laissant maintenant la place au scénario d'astucieux opportunistes qui sautent sur chaque occasion possible de manger de la viande. Heureusement pour nos ancêtres, les animaux morts de faim, de soif ou d'épuisement ne manquent pas dans les savanes. Sans oublier que les longues périodes de sécheresse sont fréquentes
et permettent aux cadavres de rester comestibles un peu plus longtemps que dans un climat humide. Dans les savanes, donc, la difficulté n'est pas tellement de trouver un animal sur le point de mourir ou mort récemment, c'est de le trouver avant les autres. Les prédateurs, qui ont généralement un bon flair, lèvent rarement le nez sur un repas facile. Donc, quand une occasion se présente, il faut faire vite. Si l'on ajoute la chasse occasionnelle au petit gibier, ce que certains chimpanzés font occasionnellement, les premiers hommes devaient alors manger de la viande plus régulièrement, donc un peu moins souvent de fruits et de plantes que leurs ancêtres. Cela dit, ils ne pouvaient quand même pas parcourir la savane au hasard, car ils dépenseraient alors beaucoup d'énergie sans aucune garantie de pouvoir trouver de la viande fraîche. Avoir des bons couteaux ne sert à rien quand on cherche à manger. Comment faisaient-ils pour trouver leur viande? Petite parenthèse ici pour parler des charognards d'Afrique de l'Est. Encore aujourd'hui, il existe de nombreuses espèces de charognards en Afrique de l'Est. C'est le cas des vautours, par exemple, qui profitent des masses montantes d'air chaud à l'heure du midi pour planer en haute altitude, pouvant ainsi voler en dépensant très peu d'énergie. Lorsqu'ils trouvent une proie, ils descendent vers elle en tournoyant lentement, ce qui attire aussitôt les autres vautours au même endroit. Ils sont devenus si efficaces pour trouver de nouvelles opportunités que certaines espèces de vautours se sont spécialisées pour coopérer entre elles. Lorsque la peau de leur victime est plus épaisse, les vautours, avec un bec pointu et recourbé, attendent que la décomposition commence et que les gaz fassent gonfler la carcasse. La peau tendue est alors plus facile à perforer. Une fois ouverte, c'est le tour d'autres vautours qui s'attaquent à la chair, puis éventuellement les derniers en ligne qui mangent les entrailles grâce à leur estomac qui peut résister aux pires parasites de pourriture. Le gypaète barbu, lui, reste en retrait jusqu'à la toute fin et se contente de ce que personne ne veut, comme par exemple les tendons, à valeur nutritive totalement négligeable, et les os qu'ils doivent emporter très haut dans les airs et qu'ils laissent tomber sur des grosses roches. Ils se rattrapent donc en mangeant la moelle des os, qui, elle, est particulièrement nourrissante. Les vautours sont adaptés à dépenser très peu d'énergie et sont capables de survivre au temps dur en trouvant de la nourriture difficile à digérer, donc à cause des parasites. Donc ils mangent de la viande, mais ne sont pas adaptés à la chasse. De leur côté, les hyènes, si elles sont assez nombreuses, peuvent disputer une carcasse à une horde de lions, mais elles courent beaucoup moins de risques en volant des petits morceaux à la fois, sachant très bien que les lions ne dépenseront pas leur énergie pour les attraper, c'est-à-dire tant qu'ils gardent leur repas principal sous leur nez. D'autant plus qu'un lion trop téméraire court le risque de se retrouver encerclé par les hyènes. S'ils ne veulent pas trouver un tas d'os, de la viande pourrie ou, pire encore, tomber nez à nez avec des prédateurs, les premiers hommes doivent débusquer les carcasses rapidement et faire vite pour prendre les morceaux. Leurs corps sveltes de bipèdes ne se sont pas adaptés à la course rapide ni à la chasse, mais plutôt à se déplacer sur de longues distances en dépensant peu d'énergie, c'est-à-dire moins que les quadrupèdes, mais plus que les vautours. Pour trouver une victime, ils n'ont pas recours à un flair ultra développé, qui ne fonctionnerait d'ailleurs que sur de courtes distances. Et encore, il faut être face au vent. L'être humain possède une bonne vision de loin, même à un âge avancé. Alors, serait-il possible que nos ancêtres observaient les vautours pour trouver des animaux en détresse? C'est notamment le cas des chacals, qui s'arrêtent occasionnellement pour regarder vers le ciel sans aucune raison apparente. En fait, en plus de leurs adaptations de prédateurs, ces opportunistes ont découvert une stratégie efficace et peu coûteuse en énergie d'augmenter leurs chances de trouver à manger. C'est-à-dire qu'ils jettent simplement un coup d'œil de temps en temps pour voir si un vautour tournoie vers une nouvelle proie. Puis, ils se précipitent dans cette direction. Nos ancêtres auraient facilement pu faire pareil. Arrivés sur place avant tout le monde, les premiers hommes n'auraient eu alors que quelques vautours à repousser pendant qu'ils dépaissent la carcasse. Même une roche cassée maladroitement peut servir à couper, et les mains sont de meilleurs outils que les crocs ou les pattes pour transporter des morceaux. Ils obtiennent ainsi une nourriture d'excellente qualité tout en évitant les prédateurs. Les risques associés à une telle stratégie sont minimes. Bon, toutes les roches ne font pas des bons outils. Peu à peu, nos ancêtres apprennent à reconnaître les bonnes roches, comme le basalte, l'obsidienne et le silex, et les mauvaises roches, comme le grès et le granit. Ce n'est pas un hasard si les premiers hommes sont restés en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. C'est parce qu'on y trouve de bonnes roches pour y faire des outils.
et aussi que les savanes y offrent de nombreuses opportunités de manger de la viande. Les heureux hasards de trouver un animal entouré de bonnes roches ont pu être répétés de nombreuses fois. Et progressivement, l'usage des outils de pierre s'est intégré dans leurs habitudes. Le cerveau put alors grossir grâce à une nourriture riche en énergie. N'oublions pas que cette augmentation ne serait pas possible avant d'être bipède. Un gros cerveau est plus aisé à soutenir à la verticale. Aujourd'hui, si nous marchions à quatre pattes, notre cou se fatiguerait rapidement. En attendant les conséquences de cette transition, qui ne se fait pas du jour au lendemain, les chances de survie de ces nouveaux carnivores ont augmenté. L'Oldowayen est donc le règne du chopper. Sans être de grands explorateurs et sans non plus devenir de grands voyageurs, les Homos, qui mangent plus souvent de la viande, commencent à planifier à l'avance leurs futurs besoins d'outils. Les paranthropes semblent s'adapter en herbivores corpulents, avec des dents adaptées à broyer des végétaux coriaces qui requièrent un long tube digestif pour absorber le maximum de nutriments. Or, cette alimentation ne permettra pas à leur cerveau de se développer rapidement. Certes, leurs cerveaux sont plus gros que ceux des australopithèques anciens et ils fabriquaient probablement des outils de pierre. Pourtant, ils vont tous disparaître au cours du prochain million d'années. Dans tout le reste du monde, il n'y a encore aucune trace d'outils ni aucun fossile dominien. Les plus anciens ateliers de taille connus datent d'environ 2,4 millions d'années, soit lorsque l'usage des outils de pierre devient plus fréquent. Donc, il s'agit d'endroits où plusieurs outils ont été fabriqués, donc généralement à proximité d'une source de roche de qualité. En plus de leurs nombreuses autres stratégies, n'oublions pas les outils en matière périssable que nous ne connaîtrons probablement jamais, les hommes de l'Oldowayen ancien changent leur mode de vie en apprenant progressivement à gérer un vaste territoire. C'est-à-dire qu'ils cessent d'errer inconsciemment, ils savent où sont les sources d'eau et peuvent reconnaître les plantes qui cachent de la nourriture souterraine. Pendant tout le premier tiers de la préhistoire, ils profitent de plus en plus de la viande grâce à leur nouveau mode de vie qui se développe autour des outils. Ils planifient même d'avance leurs expéditions pour acquérir des nouvelles roches et ils les accumulent dans des réserves aux endroits dépourvus de bonnes roches. Ces groupes d'hommes anciens qui parcourent la nature doivent s'arrêter pour se reposer et ils commencent à aménager le terrain lors de leur halte, quoiqu'ils ne restent encore jamais très longtemps au même endroit. Comme pour les sites de taille, les plus anciens camps temporaires connus datent d'environ 2,4 millions d'années. Mais n'allons pas trop vite en imaginant ces camps, car il ne s'agit encore que d'abris naturels aménagés en plein air, donc près de l'eau, d'une falaise ou de broussailles épineuses, et on appelle ce genre d'abris des bivouacs. Les arbres ne sont jamais bien loin, et nous pouvons imaginer sans trop nous tromper qu'il devait y avoir de la nourriture et de l'eau à proximité. Puisque les cavernes servent souvent de tanière aux léopards ou aux autres gros carnivores, ces cul-de-sac ne seront pas des bonnes cachettes tant que nos ancêtres n'auront pas maîtrisé le feu. Les sources d'eau attirent aussi les prédateurs, qui doivent venir s'abreuver quotidiennement. Évidemment, les premiers récipients pour transporter l'eau n'étaient pas faits en roche, mais bien en matière périssable, comme par exemple en écorce, en coquille d'œuf, en carapace de tortue, en peau ou en viscère d'animal. Alors, cette matière est décomposée depuis très longtemps et le seul indicateur que les hommes fabriquent de tels objets est justement que leur camp commence à s'éloigner des sources d'eau. À cette époque, nos ancêtres étaient encore incapables d'abattre les grands herbivores. Par contre, ils devaient pouvoir reconnaître un animal mourant et devaient exploiter chaque opportunité de repas facile. Nous avons trouvé des restes fossilisés dont les os ont été cassés pour en obtenir la moelle, indiquant donc clairement qu'ils mangeaient sur place, mais certains morceaux de ces carcasses sont manquants. Nous trouvons aussi divers ossements appartenant à toutes sortes d'animaux sur les sites des camps temporaires, donc du plus petit gibier au plus gros herbivore. Dans les premiers camps, ils dorment, fabriquent des outils, préparent de la nourriture et mangent au même endroit. Peu de temps après, l'aire réservée à la préparation de la nourriture se retrouve un peu plus loin du camp, donc pour ne pas attirer les prédateurs qui viennent rôder. Le couperet ou chopper est l'outil emblématique de l'Oldowayen par excellence, et il est fabriqué encore aujourd'hui. Ces outils simples, avec un seul côté tranchant, ne sont pas créés par accident. Ils nécessitent une connaissance des roches et une certaine technique de fabrication. D'autres outils sur éclat
ou fait en réduisant le nucléus, donc le noyau des roches taillées, s'ajoute à la liste d'outils. Quoiqu'au début de la préhistoire, les premiers apprentissages techniques sont très lents. Pendant près d'1 million d'années, les différences d'un outil à l'autre seront principalement imposées par la taille et la forme de la roche initiale, et nous n'en trouvons aucun ailleurs que dans les savanes d'Afrique de l'Est. Puis, vers 1,8 million d'années, les ateliers de taille sont incorporés au campement, et les outils deviennent finalement un peu plus variés. Partout où il y a des roches cassantes, comme près des cours d'eau, dans les régions rocailleuses ou sur le bord des falaises, nous trouvons maintenant des traces régulières du passage des hommes. L'humanité naissante prend peu à peu son destin en main, aspirant à mieux manger, mieux dormir et augmenter ses chances de reproduction. Il jette ainsi les fondements d'une société de production matérielle basée sur l'outil. Avant de terminer, parlons des changements climatiques. Rappelez-vous, lorsque l'Amérique du Sud se détache de l'Antarctique, vers 63 millions d'années, il n'y avait que des mammifères marsupiaux sur le continent. La seule exception à cette règle sont les singes et les rongeurs, donc les mammifères placentaires, qui sont arrivés mystérieusement en Amérique du Sud autour de 28 millions d'années. Les marsupiaux qui évoluaient en isolation sur le continent sud-américain depuis la fin du règne des dinosaures entrent finalement en contact avec la faune de placentaire d'Amérique du Nord. Alors, en plus de ces échanges de faune, cette collision de plaques tectoniques entraîne des changements majeurs à l'échelle mondiale. Les courants marins tropicaux, comme le Gulf Stream de l'océan Atlantique ou El Niño dans le Pacifique, ne peuvent plus circuler librement d'est en ouest autour du globe. Ce sont nos courants marins actuels qui se mettent en place à cette époque, en réchauffant le climat de la Terre, donc particulièrement au nord, où le glacier fond un peu. Partout, les précipitations augmentent. Malgré l'augmentation des précipitations, le sol reste pauvre et il ne peut pas supporter des plantes trop gourmandes en ressources sans renouvellement des sédiments. Les plaines et les savanes poursuivent donc leur expansion pendant que les forêts autour de la mer Méditerranée, qui servaient de refuge aux espèces arboricoles, disparaissent complètement. En résumé, à partir de l'âge de pierre, nous aimerions prêter les intentions d'hommes modernes à ces premiers hommes. Pourtant, nos modes de vie sont radicalement différents. Cela dit, ils ne sont plus des singes depuis 3 millions d'années, et ils nous ressemblent de plus en plus. Leur nouveau mode de vie, basé sur l'outil, leur permet d'exploiter leur environnement de mieux en mieux, et ces outils peuvent évoluer considérablement plus vite que la génétique. Et n'oublions pas que certains de ces outils très anciens sont encore fabriqués aujourd'hui. Puisque les australopithèques, les paranthropes et les premiers hommes utilisent des outils de pierre taillés consciemment et de manière répétée, ces outils ne sont plus le produit du hasard. Suite au long apprentissage des premières techniques de taille, donc pendant tout le premier tiers de l'âge de pierre, certains hommes se mettent à manger plus de viande et peuvent permettre à leur cerveau de grossir. Un gros cerveau coûte cher en énergie. Pourtant, notre espèce n'évolue pas vers une anatomie ou un comportement de prédateur, mais plutôt vers une anatomie de marathonien. Nos ancêtres étaient des charognards opportunistes qui mangent de la viande quand ils peuvent, mais surtout qui ont appris à trouver la viande avant les autres. Et grâce à leurs couteaux, ils peuvent emporter des morceaux dans les arbres, donc loin des prédateurs. Tout au long de ce premier tiers de l'âge de pierre, ils apprennent à planifier leurs besoins d'avance, ils généralisent l'usage d'ateliers de taille et l'usage de camps temporaires, qui sont encore des abris naturels, et ils apprennent à gérer leur territoire. Pour l'instant, ils se limitent à l'est et au nord de l'Afrique. Les innovations sont rares, progressives, et les nouveaux outils tardent encore à apparaître.